Contrairement au salon de bande dessinée qui grouille d'éditeurs et où un jeune dessinateur peut venir avec ses planches montrer son travail, le problème des festivals de dessin de presse, c'est que vous n'avez aucun éditeur, aucun patron de presse. Je vous donne un exemple. Si vous avez une émission comme la Starac, tout le monde est copain mais tout le monde doit éliminer tout le monde, vous dites, ouais, c'est une émission qui fait de l'audience, mais c'est scandaleux parce qu'ils s'embrassent sur la bouche, puis après ils votent contre. Donc il y a quelque chose qui est, du point de vue de la morale, moi, qui me choque là-dedans. C'est-à-dire, je suis pote avec toi, mais je vais te virer pour pouvoir rester. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que les dessinateurs de presse soient très lucides par rapport à ça. Exemple, dans pas mal de salons, vous avez des grands prix. Prix machin, le meilleur truc, le meilleur machin. Moi, je pense que si les dessinateurs étaient lucides, ils refuseraient complètement ce genre de truc. C'est-à-dire le fait que, voilà, chaque type d'expression est respectable en tant que tel. Je vois pas pourquoi on va décerner à l'un, etc., etc. C'est quelque chose, moi, qui me paraît complètement anormal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez cette confrérie qui elle-même se met d'une certaine façon en concurrence pour savoir qui est-ce qui pisse le plus loin. Quel intérêt à faire ça? Et c'est surtout ne jamais penser à ça. Parce que déjà, ça veut dire que... Attention, je dis la censure, ça permet d'avoir un coup d'adrénaline, c'est-à-dire de faire passer des messages encore de façon plus intelligente. Alors ça c'est un cas de figure intéressant. Quand vous avez un empêchement face à vous, une interdiction, alors que vous avez vous-même déjà étalonné ce que vous étiez en train de faire, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a des limites que vous ne vous autorisez pas à franchir. Voilà. Mais quand en face vous avez un empêchement, un groupe de personnes, un groupe de pression qui fait que votre dessin va être ou éliminé parce qu'il vaut mieux pas qu'il y soit, ou bien contesté de façon extrême. Et là, je pense aux caricatures de Mahomet, par exemple, donc, qui ont fait couler tant d'encre. Là, il y a deux attitudes. La première, ça consiste à dire, je veux pas de remous, donc j'accepte déjà à l'avance que ma pensée, elle soit amputée de quelque chose. Ou bien, ça vous met une patate d'enfer et vous avez envie d'en faire encore plus. Le talent en tant que tel, et en admettant que je suppose que je puisse en avoir un petit peu, comme tant d'autres, hein, qui en ont peut-être davantage, c'est jamais suffisant. C'est le problème. Et là, je mets en cause personne de façon directe, mais il y a quelque chose en France qui devient de plus en plus important, et pas simplement dans le milieu artistique. Vous savez très bien que si vous voulez trouver un emploi à Montpellier, il y a pratiquement 40% des emplois qui sont par relationnel. C'est énorme. Après, je ne parle pas des emplois qui sont des affectations de fonctionnaires sur la région. Je parle de gens qui viennent ici, qui veulent s'installer ici, qui cherchent un boulot. Il y a 35-40% de ces emplois qui sont trouvés par relationnel, par copinage. Bon. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement pour les artistes? Vous ne pouvez pas penser valablement que vous avez une ligne éditoriale complètement libre. Je veux dire, moi, ça m'est arrivé d'avoir un dessin refusé parce que je parlais de Pôle emploi et qu'il devait paraître sur la page qui jouxtait la publicité de Pôle emploi. Donc, dans ces cas-là, c'est moi qui vous pose la question. Qu'est-ce qu'on vire, le dessin ou la pub de Pôle emploi? La pub de Pôle emploi. Ah ben, tout faux, cher monsieur. Si vous voulez, c'est la Fédération internationale des cartoonistes, donc qui a une antenne en France, et qui est représentée à Montpellier de façon assez conséquente par rapport à cet almanach qui a été sorti cette année. Donc je vous le montre, c'est l'almanach du dessin de presse. Voilà. Et bon, là-dedans, il y a, si ma mémoire est bonne, 126 dessinateurs, plus de 1000 dessins.
Et c'est un almanach qui va sortir chaque année, le 1er avril. Et puis, donc Jean-Michel Renaud, moi-même, qui avons eu cette idée de se dire que dans cette ancienne prison de Montpellier, Laquelle? c'est celle qui est à côté du palais de justice, donc en plein centre-ville, hein, juste à côté de l'Arc de Triomphe qui donne sur la ville, on va dire, classique de Montpellier. Cette prison qui n'est plus utilisée aujourd'hui nous semblait le lieu idéal parce que c'était un lieu d'enfermement, donc où la parole ne pouvait pas sortir de ces murs, et ça nous semblait, et ça nous semble toujours le lieu idéal pour justement pour avoir un terrain de libre expression et d'autodérision. Je veux dire que les dessinateurs sont les premiers à rire d'eux-mêmes. Par contre, ils adorent rire des autres aussi. Hein, mais... Finalement, on est peut-être plus libre en prison que... Certainement pas. Non, certainement pas. Mais ce que nous voulons faire, le projet que nous avons et que nous avons soumis justement à Michael Delafosse, donc, et aux instances de l'agglomération et de Montpellier, c'était précisément de s'orienter vers un musée vivant, moderne, et non pas vers un endroit où il y aurait un fond permanent et puis aucune activité. Ce qu'on veut, c'est que cette structure en plein centre de la ville fasse un appel d'air par rapport à de nouvelles vocations, ne serait-ce que pour ce métier ou les métiers de la presse, mais aussi que ça soit le plus large public possible, y compris des écoles, qui puissent non seulement se rendre compte qu'il y a un patrimoine énorme en France. D'avoir le sens critique. Alors ça, le sens critique, oui, certainement, mais on va dire dans tous les sens du terme. C'est-à-dire pas simplement le sens de la condamnation, mais aussi le sens de reconnaître aussi ce qui peut se faire de bien. Parce que bon, pas non plus être toujours à se lamenter. Je crois pas d'ailleurs que les dessinateurs de presse se lamentent. Ils ont trouvé à leur façon le moyen de se... Alors évidemment, toute proportion gardée, mais ce que faisaient très bien des proches, c'est-à-dire de parler d'une façon presque anodine de choses extrêmement sérieuses, mais avec un éclairage complètement décalé. Alors ça, c'est le propre de ce métier. Hein, en tant que créateur, je paye mon steak le même prix qu'un chef d'entreprise d'une multinationale. Donc c'est important aussi de vivre de son travail. Moi, comme la plupart de mes collègues, voilà, je suis un professionnel du dessin. Donc il m'arrive de travailler gratuitement quand j'ai envie de faire plaisir à des amis. Ça c'est une chose, c'est mon droit le plus absolu. Mais concernant mon travail, mon activité, il est hors de question que je paye pour travailler. Donnez votre sentiment sur, par exemple, un regroupement de personnes qui est très intéressant, ce qui est dans votre domaine, c'est le Cartooning for Peace. Oui, alors... Est-ce que ça ne serait pas possible de le faire au niveau local, à Montpellier, avec, par exemple, sous tutelle, M. Georges Frêche? Pourquoi tutelle de Georges Frêche? Dites-moi pourquoi. C'est ce que je vous expliquais jusqu'à présent. L'association Oust Anastasie, elle n'a pas pour but de concurrencer Plantu et Aurel, qui sont des collègues. Hein, bon, et voilà, et puis talentueux et tout à fait respectable. Et d'ailleurs, il a fallu quand même qu'on leur explique. C'était amusant, parce que c'est pas quelque chose qui concurrence. C'est quelque chose dont le but est la création du musée dont nous avons parlé. Vous ne pouvez pas dire à vos enfants le monde est idéal alors qu'au quotidien, ils vivent un monde qui génère des angoisses. C'est pas possible. Et ils le voient bien chez leurs parents aussi. Voilà. Donc il ne faut pas prendre les gosses pour des demeurés. Mais il faut essayer de leur donner un certain nombre d'armes. Et la première des armes, curieusement, et ça je le dis chez moi qui suis vraiment très anarchiste, la première des armes c'est de se dire que dans n'importe quel monde il y a un minimum de règles. Et celui qui n'est pas dans le respect de la règle, il va se faire complètement éjecter du circuit. C'est le fait de se dire, tout le monde dit ouais il y a trop de blacks, enfin tu vois, on en a entendu des comme ça. Hein. Pas très loin de chez vous. Pas très loin en plus. Alors moi je comprends ce qu'a voulu dire Frêche. Hein. Bon, cela étant dit, de la façon dont ça a été dit, franchement, tu vois, ça la foutait mal par rapport à... Plus tu dis de conneries, et plus tu passes à la télé. Ben, je sais pas, ouais. Alors bon, là, ça m'amusait de voir Sarko qui accueillait
les blacks en France qui disaient pour les sauvages ça va pas être possible parce que tu vois on garde que les footeux là, ceux qui sont bons et qui vont jouer dans les clubs français ou plus tard en équipe de France. Voilà. Alors pourquoi c'est le traître hein ah. C'est peut-être un accord qui a été passé avec un quotidien sportif. Alors voilà, c'est quand même un terrain extraordinaire ça. C'est voir des gars de l'équipe de France. Moi je vais pas critiquer le fait qu'ils sortent des quartiers, tant mieux s'ils sortent des quartiers et que le football a pu leur donner de l'aisance et tout ça. Mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Sordide quand même, non? Mais c'est pas sordide, c'est que si à 18 ans on vous dit tu es le plus beau, tu es le meilleur, qu'il suffit que tu apparaisses dans la rue pour avoir 10 nanas qui s'accrochent à toi, il faut être sérieux quoi. Il y a qui c'est qui résiste à ça? Je veux dire, tous les mecs qui râlent après ces jeunes mecs, si ça leur arrivait un jour, mais ils signent pour que ça recommence le lendemain, quoi. Enfin, il faut être sérieux. Donc, moi, ça me choque pas qu'ils tirent des nanas, tu vois. Franchement, ça me choque pas du tout. Ce qui me choque, c'est qu'ils parlent la langue de bois et qu'ils osent même pas dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. C'est ça c'est récurrent dans la société française. Ça fait partie du mythe. Alors, la saga Domenech, pour vous, Jean-François, on pourrait dire une spécialité française? Jusqu'à présent, oui. Alors, ça, c'est un personnage qui m'amuse beaucoup, tu vois, Louis Nicolin. Alors, c'est le pendant de Georges Frêche, mais acculturé, quoi. Et ça me plaît beaucoup. Et moi, ça m'amuse de me dire, mais tu sais, quand ils sont en cure à Amélie-les-Bains, là-bas, tous les deux, mais ça doit pas être triste, quoi. Tout. Ils doivent. Ça doit balancer de partout, voilà. J'imagine ces deux mecs ensemble. Tu l'as déjà rencontré, Nicolas? Non, jamais, mais j'aimerais bien le rencontrer en plus, parce que, tu vois, même à la limite, je me disais, ce bouquin sur la saga Domenech, si j'avais l'occasion de rencontrer Nicolas, je dirais, monsieur Nicolas, vous devriez l'éditer vous-même et la vendre à vos supporters, avec votre logo, parce que je pense que ça serait un bon support. Et ce côté visionnaire. Ouais, est-ce qu'on va le savoir alors un jour, cette histoire de traître, ou est-ce que ça va être enfoui comme le World Trade Center Le World Trade Center, il peut pas être plus enfoui que ça. Ça, c'est le cas de figure dans lequel vous ne pouvez pas affirmer que ça s'est passé de telle façon. Je parle aux gens qui sont dans l'idée du complot et qui affirment d'autorité que c'est une manipulation. Ce serait même pas la CIA qui a monté cette histoire de... Et là, c'est une très mauvaise question parce que personne ne peut y répondre. Par contre, vous pouvez dire la version officielle ne me satisfait pas. Que ce soit pour l'histoire Domenech et ce qui s'est passé dans le bus, ou pour ce qui s'est passé à New York, donc avec les tours jumelles. Il y a des c'est extraordinaire. Extraordinaire. Bon, alors évidemment, ça se compare pas. C'est la méthodologie que vous pouvez mettre en éclairage l'une de l'autre. Est-ce que le mensonge, à un moment donné, encore une fois, doit devenir une vérité universelle? Oh,